200. Donc, merci à vous. Je donne la parole à Bernard Debré, ancien ministre, député. Et voilà. Non, mon cher Claude, merci à tous et à toutes d'être ici une nouvelle fois ce soir, une nouvelle fois pour l'an nouveau. L'an nouveau, 2012, ça ne nous avait échappé. 2012, il paraît qu'il va se passer un certain nombre de choses. D'abord, beaucoup de santé pour vous, beaucoup de bonheur pour tous. Et puis pour nous et pour la France. Oui, c'est vrai, c'est pas très fréquent de dire quand on commence à présenter ses vœux du bonheur et de la chance pour la France. Je ne paraphraserai pas celui qui a parlé dimanche dernier de la France. Mais nous avons cette année une année cruciale. Cruciale d'abord parce que, vous le savez, il y a des élections présidentielles. Et notre candidat va bientôt, peut-être, février-mars, annoncer sa candidature. Vous le connaissez, c'est Nicolas Sarkozy. En tout cas, c'est mon candidat, j'espère que c'est le vôtre, sinon vous n'avez pas de dessert. Alors, ce combat va être difficile et rude. Nous avons presque toutes les chances, je dirais toutes les chances de gagner. Pour beaucoup de raisons, d'abord parce que Nicolas, nous tous, Claude, moi, d'autres, à l'Assemblée nationale, le gouvernement avec François Fillon, et je salue François Fillon qui vient à Paris, j'en suis très content. Nous avons beaucoup travaillé. Évidemment, on nous critique. Il avait promis, il avait dit. Il n'avait pas promis la crise, malheureusement, on ne le savait pas. Nous avons fait énormément de choses, énormément de choses. Les retraites. Et vous le savez très bien, si nous n'avions pas fait cette réforme sur les retraites, nous serions dans des difficultés épouvantables. Nous serions dans des difficultés épouvantables. Et pourtant, hier ou avant-hier, plutôt, M. Hollande nous dit qu'il allait revenir. Mensonge. Une nouvelle fois, mensonge ou démagogie. Nous avons fait beaucoup d'autres choses. L'autonomie des universités. Tiens, il n'en a pas parlé. C'est vrai que, pourtant, il a fait des universités, j'ai l'impression. Mais c'est aussi un acquis. Nous avons fait, au niveau de la sécurité, beaucoup de choses. Les peines planchées, il a dit qu'il reviendra dessus. Nous avons fait beaucoup de choses sur l'immigration aussi. Bref, je ne vais pas ici détailler ce que nous avons fait, mais ça sera le socle de notre campagne, une partie de notre campagne. L'autre socle, si je puis dire, c'est critiquer. Oui, il ne faut pas hésiter à critiquer ce que disent les socialistes et François Hollande. Ça a été un grand moment dimanche. Un grand moment. D'abord, on a l'impression qu'il ne savait pas très bien son histoire de France et surtout l'histoire de France récente. On va, dit-il, mettre dans la Constitution la loi de 1905 sur la laïcité. Ah bon? Mais c'est l'article 1er de la Constitution. Nous sommes une France, une république laïque. Alors il faudra vous mettre laïque. Peut-être pas utile. Il a dit aussi qu'il allait créer une grande banque pour les entreprises. Franchement, il n'a pas dit qu'on l'appelait OSEO parce qu'elle existe déjà. Il a dit que vous auriez un livret pour pouvoir mettre de l'argent dans ce livret pour permettre aux entreprises. Vous aviez eu le Codévi, ça s'appelle autrement maintenant. Il n'était peut-être pas au courant. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été tout à fait aux affaires. Comme premier secrétaire du Parti Socialiste, il n'a pas participé à aucun des gouvernements et à aucune des décisions. Il a aussi présenté un certain nombre de propositions absolument extraordinaires. Imaginez-vous, vous allez maintenant payer l'eau, l'électricité et le gaz en fonction de vos revenus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous payons des impôts, l'impôt sur le revenu, qui permet la redistribution, mais que ce n'est pas suffisant, il va y avoir une redistribution par de nouveaux impôts. Vous allez payer l'eau, le gaz et l'électricité en fonction de vos revenus. Bientôt, ça va être la baguette de pain. C'est absurde, dangereux et inacceptable.
Et je pourrais ainsi décliner tout ce que M. Hollande a dit dimanche. Oh, il y avait du monde, hein. Il y avait 10 000 sièges. Ils étaient 25 000. Il semble que ce soit passé les chaises les unes après les autres. Peut-être qu'il y a eu un mouvement de foule, peut-être qu'il y avait eu un entracte. 25 000. D'ailleurs, c'est très intéressant avec les journalistes qui ont commencé à 10 000, puis après ils étaient à 12, puis après à 14, puis à 20, puis à 25. Bientôt, il y en aura 10 millions. Au Bourget. Peut-être que les avions décollaient en portant du monde. Mais oui, il a lancé sa campagne. C'était truculent, c'était magnifique dans les mots, terrifiant dans les faits. Et ça, je vous engage à relire, à lire, et on va vous donner des documents. Parce que vous verrez, vous qui n'avez pas regardé jusqu'au bout, vous qui avez zappé ou qui n'avez même pas regardé, vous allez voir ce qu'il propose. C'est extrêmement à gauche, extrêmement à gauche. Et la France, pourtant, n'est pas à gauche. Alors, nous allons critiquer. Nous allons avancer notre bilan, et puis nous allons faire des propositions. Et c'est pour ça que, dès que notre candidat l'annoncera, dès qu'il sera candidat, il sera porteur d'un certain nombre de projets, de propositions. Et là, nous serons vraiment dans le fait du combat. Un combat, tout bien, tout honneur, mais nous aurons à défendre nos idées, nous aurons à défendre ce que nous croyons, nos valeurs. Et ça, je vous garantis que moi qui ai fait quelques élections, comme beaucoup d'entre vous, militant, je l'ai été, élu, je le suis, eh bien nous aurons là un moment passionnant, mais en plus, je vous sens tous très motivés. Alors je ne parlerai pas des élections législatives, si je dis ça, c'est que je vais en parler. Ma circonscription, 16e Nord, 17e Sud. Et je salue ici, Pierre, tu l'as fait avant moi, tous les élus qui sont ici à mes côtés. Non seulement les élus municipaux, ils sont quasiment tous là, mais même celle qui va être candidate dans le 17e Nord, Valérie Paparanda. Et bien évidemment, nous allons faire une équipe extraordinaire, Valérie et moi, pour gagner. Et le 17e Sud avec le 16e Nord, ça je compte sur vous, et le 17e Nord, puisque là, nous avons un champ formidable pour montrer ta valeur, notre valeur, et le fait que nous allons gagner. Et les gens seront étonnés. Ils t'attendent, ils nous attendent, nous gagnerons. Nous gagnerons parce que nous avons gagné les élections présidentielles, nous gagnerons les élections législatives, et nous partirons pour 5 ans. Et c'est ça, finalement, le plus grand vœu que je voudrais faire pour vous. Aujourd'hui, 2012, nous partons pour 5 ans de voyage ensemble. Ça commencera par un combat, ça continuera par une victoire, et en plus, une victoire pour notre pays. Bonne année à tous. D'abord, je voudrais vous annoncer une grande nouvelle. Figurez-vous que depuis ce matin, le Saint-Esprit a dû me toucher car j'ai un torticolis qui m'est tombé dessus et je ne peux regarder qu'à droite. À mon avis, il y a assis le pédestal, mais c'est très compliqué de regarder à gauche. Ça doit être effectivement quelque chose qui est descendu du ciel. Et donc, ne vous inquiétez pas. D'abord, bonne année à vous tous. Et puis, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots
la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qu'il va falloir faire pour en sortir dans le 16e arrondissement et ailleurs. Bernard ayant déjà largement abordé le sujet, je vais aller, si vous le permettez, à l'essentiel. Et essayer de répondre à un certain nombre d'arguments qu'on ne manque pas de vous donner chez vous, sur les marchés, qui sont des arguments auxquels il faut un minimum répondre si nous voulons mobiliser de plus en plus une masse électorale qui, il faut bien le dire, est encore relativement tétanisée par la crise économique, la crise sociale qui se prépare, les alphabets qui partent dans tous les sens et qui, incontestablement, inquiètent la population. D'abord, on nous dit, mais au fond, pourquoi est-ce que le président de la République ne se déclare pas candidat plus tôt? Vous avez dû l'entendre. Mais la réponse est très simple. C'est que le président de la République est confronté, comme nous tous, à la crise internationale. Une crise internationale sans exemple depuis 50 ans. Sans exemple. Qui est plus qu'une crise internationale. Car c'est une crise de repositionnement géopolitique. Désormais, la mondialisation a entraîné véritablement une répartition des puissances totalement différente. Nous avons joué d'une manière un peu légère la mondialisation, sûrement. Nous avons dépensé trop, sûrement. Pas un budget en équilibre depuis 1974. Certes, nous n'avons pas anticipé les difficultés que rencontrerait une Europe que nous avons élargie sans doute trop vite. La crise est là. Et la crise, il faut la résoudre. Et la crise, elle va très vite. Et c'est ce qui justifie que le président de la République ne pourra pas quitter le gouvernail avant le mois de mars. Quelques exemples. Il y a une semaine, 10 jours, on parlait des alphabets de Standard & Poor's. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On a complètement oublié. D'ailleurs, les conséquences de Standard & Poor's n'ont rien donné. Car finalement, on a emprunté sur le marché obligataire international à un taux inférieur à celui qui existait avant. Et pourtant, on a considéré que c'était la fin du monde lorsque les 3A d'une agence de notation fort contestable sont intervenus. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, les pays sont touchés, ça va très vite, très très vite, franchement. Et est-ce que vous pensez que dans une situation aussi complexe sur le plan international, peut-être demain, la guerre va éclater en Iran, puisque nous avons décrété un embargo sur le pétrole iranien, et que les Américains font mouvement avec leur flotte pour débloquer une éventuelle fermeture du détroit d'Ormuz, que la Libye, c'était il y a 3 mois, et on n'en parle plus. Les choses vont à une vitesse extraordinaire, le monde est en train de se changer à une vitesse extraordinaire, et c'est dans ce moment-là qu'il faudrait, pour faire plaisir à nos adversaires, que le président de la République reste les bras croisés en disant « j'attends les élections ». Qu'est-ce qu'on ne dirait pas d'ailleurs s'il avait une telle attitude? Voilà le premier élément. Eh bien, moi je souhaite véritablement que l'État soit gouverné jusqu'au bout, que chacun prenne ses responsabilités, mais en toute hypothèse, déserter la tête de l'État et de la nation en ce moment serait impensable et serait fort justement critiquable. Premier élément. Le président de la République se présentera quand il jugera que la situation est nécessaire, c'est-à-dire vraisemblablement quelques semaines, pas plus, avant l'élection présidentielle, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Deuxième élément, on nous dit, mais comment est-ce que vous allez faire la campagne? Eh bien, je vais vous l'expliquer comment on va faire la campagne. D'abord, nous avons un bilan gouvernemental qui, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, dans une situation qui a été une situation très critique, est un bilan très défendable par rapport à nos voisins. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, Bernard était là, il y a eu une réponse quand même qui a étonné tout le monde. On nous a dit, mais vous avez été élu sur le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous avez fait du pouvoir d'achat? Eh bien, le pouvoir d'achat a augmenté. Surprise du côté socialiste, il a augmenté de 4%. C'est vrai que c'est pas beaucoup, 4%. Mais comparons avec le pouvoir d'achat au Portugal, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Danemark, on nous dira alors peut-être que la France, par des amortisseurs sociaux, comme on dit, a réussi à éviter une crise qui
frappe beaucoup plus nos voisins que nous-mêmes, l'Allemagne exceptée. Mais l'Allemagne avait fait des efforts avant nous, des efforts d'ailleurs de la part d'un leader socialiste. C'est dire à quel point il y a un décalage entre les socialistes allemands, les socialistes espagnols et ceux qui s'appellent socialistes en France. Si l'Allemagne est à peu près à flot sur le plan international, c'est que le chancelier Schröder a fait les réformes fondamentales avant Mme Merkel. Et qu'en Allemagne, lorsqu'il y a un problème majeur, les sociodémocrates et la droite allemande sont d'accord pour revoir les problèmes et les avancer. À aucun moment, mes chers amis, aucun moment, les socialistes n'ont prêté la main à un gouvernement dont ils connaissaient parfaitement les difficultés pour s'associer dans un consensus qu'ils ont toujours négligé pour des raisons politiciennes. Ce qui les intéressait, c'était de gagner les élections. Si c'est ça le sens de l'État des socialistes, permettez-moi de sourire, mais j'y viens. M. Hollande nous dit on va balayer la corruption quand nous serons au niveau de l'État, sous-entendant ainsi que, bien entendu, la droite est corrompue et que la gauche de l'État. Ben, lisez les journaux. Tous les jours, il y a un parlementaire socialiste qui est mis en examen de plus. M. Guérini est accompagné de 18 élus à Marseille, dont certains sont déjà en prison. M. Kucheida, dans le Nord-Pas-de-Calais, va lui-même se diriger allègrement vers les barreaux. Mais pas les barreaux d'avocats, les barreaux de la prison. Ce matin, un leader socialiste du Languedoc-Roussillon, à Montpellier, se trouve accusé de corruption et d'abus de biens sociaux. Il n'y a pas un département. Vous entendez, il n'y a pas un département, il n'y a pas une région gagnée par les socialistes où il n'y a eu procès, mise en examen. Tout le monde a oublié que M. Huchon a été condamné à la tête de la région Île-de-France. Et ce sont ces gens-là qui prétendent, s'ils occupent l'État, qu'ils pourraient gérer la corruption de la France alors qu'ils sont incapables de gérer la corruption dans leur propre parti. Que le Hollande, qui parle beaucoup mais qui ne fait rien, et même pas capable d'exclure du Parti socialiste des individus qui sont au bord de la prison, va nous dire qu'il va être capable, comme président de la République, de générer une transparence démocratique qui pourrait l'honorer. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais malheureusement, c'est une plaisanterie qui va coûter cher. Et je voudrais terminer mon intervention là-dessus pour vous dire qu'en réalité, le vrai problème pour nous qui représentons une grande partie de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure, c'est le vrai débat. Tout le reste n'est que de la littérature. Vous savez, moi je suis capable de faire des discours, sans notes d'ailleurs, aussi brillants que M. Hollande, sur l'an 2, la Révolution française et 1848. Je la connais mieux que lui. C'est tellement facile de parler du passé. C'est tellement facile de croire que la France en 1981 est la même qu'en 2012. Et bien sûr, l'Allemagne va venir à genoux négocier un nouveau traité entre la France et l'Allemagne. Mais d'ailleurs, les Allemands n'ont que ça à faire. Les Français sont pauvres. Oui, d'accord, mais s'ils sont pauvres, ils ne peuvent plus acheter, vous vous rendez compte, diront-ils à Angela Merkel. Et Angela Merkel ouvrira ses bras sans tension en disant « Mon cher Hollande, on va vous faire des cadeaux ». Non, mais qu'est-ce que c'est que cette littérature, hein, même les populistes en 1930 étaient foutus de l'affaire. C'est une plaisanterie de croire que l'Allemagne va se jeter dans les bras de la France parce que la France est pauvre et que l'Allemagne est riche. Et puis le mythe de la finance. Il y avait des tonalités quand même dans cette espèce de fantôme de la finance. Il y avait des tonalités qui rappelaient étrangement d'autres propos que je ne signerai pas des années 30. On se disait mais il va nous causer des 200 familles si ça continue. Et puis du reste, on sait ce que ça devient. Ça rappelait quand même des propos qui étaient à la limite, mais il faut dire que quand on est de gauche, on peut dire n'importe quoi, puisque par nature, on est né vertueux. C'est clair. Par conséquent, toutes les allusions, la presse de gauche, c'est bien de garder, d'y voir une quelconque réprobation. Non, mes chers amis, je crois que l'affaire est très grave. Je crois que l'affaire est très grave parce que nous sommes dans une situation difficile et que pour le moment, c'est le reproche que nous nous faisons. Nous n'avons pas réussi à faire comprendre à nos électeurs qui doutent que ce n'était pas simplement le problème Sarkozy, Hollande, ou Schmuldu, ou Eugène, ou Tabdur. Le problème, c'est qui va payer la crise. Qui va payer la crise? Bien, pour la première fois, on a entendu dimanche qui allait la payer. C'est vous.
c'est nous. Ça, c'est incontestable. Je peux vous dire qu'il y a une chose, en tout cas, qui paraît aveuglant dans le discours d'1h30 de François Hollande, c'est que tous ceux qui sont à table ici paieront plus d'impôts après qu'avant. Ça, je vous le garantis. Et que ça, il faudra quand même qu'un certain nombre d'entre nous, dans cet arrondissement et ailleurs, qui se posent des questions morales, au fond, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'un tel est aussi honorable qu'on le croit? Mais posez-vous la question de la calculette. Vous allez voir, on va vous la poser, la question de la calculette. Car ceux qui payent des impôts en France constituent la moitié des Français. Ceux qui votent en général plutôt pour nous. Parce qu'évidemment, Hollande fait le généreux, avec les autres, ils votent pour lui. Ils ne payent pas d'impôts. En réalité, qui va payer l'impôt? Eh bien, est-ce que vous avez écouté avec un peu d'attention la démarche? La démarche, elle consiste à rendre progressif tout. Nous avons un impôt qui s'appelle la CSG, vous connaissez, on le paye tous, qui a une assiette très large. Puis un impôt qui s'appelle l'impôt sur le revenu. Eh bien, on va fusionner les deux. Et en les fusionnant, on va rendre progressif l'impôt à assiette large de la CSG avec l'impôt sur le revenu. Première hausse. Deuxième hausse. On fait tomber le quotient familial. Vous avez vu que, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, le quotient familial sera supprimé. Parce que le fait de donner des allocations familiales à ceux qui ne payent pas d'impôts pour le faire payer par le même allocation familiale à ceux qui en payent, c'est tout, mais ce n'est pas du quotient familial. Ce sont des allocations familiales supplémentaires payées par la classe moyenne, qui va voir ce quotient diminuer sur sa fait fiscale. Et enfin, pour finir, on va avoir, s'ils auront l'audace, de faire une part ou deux parts. Parce que si c'est une part ou deux parts, ce n'est pas la même solution. Donc moi, je vais vous inviter, je vais d'ailleurs le dire demain à l'équipe Riposte, là dont je fais partie, que je me demande s'il ne faut pas distribuer à la classe moyenne des petites calculettes. Pour que, discrètement, en écoutant Hollande, ils calculent la facture. Parce que la facture, elle est pour nous. Elle est pour nous sans justification. On va mettre progressivement, comme tu l'as dit tout à l'heure Bernard, on va mettre progressivement le taux du gaz en fonction des ressources. Puis l'électricité, et puis la flotte. Mais vous savez, ce n'est pas une invention. Carl Delannoy fait ça toute la journée. N'oubliez pas que les subventions dans les écoles de l'Est parisien, c'est-à-dire le papier hygiénique du 19e arrondissement, est davantage subventionné que le papier hygiénique du 16e. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est la progressivité de la subvention. Avec eux, tout très progressif, du sol au plafond. Donc permettez-moi de vous dire que c'est une société ingérable, que nous allons payer. C'est le premier élément. Le deuxième élément, soyons clairs, le jour où M. Hollande met en application son programme, nous ne serons plus à 3A, nous serons à 3B. Car la France ne vit pas toute seule. La France vit dans un contexte international qui ne permet plus ce genre de fadaise. On nous dit on va supprimer les niches fiscales. Lesquelles? Qu'est-ce que c'est qu'une niche fiscale? Une niche fiscale, par exemple, de l'aide à domicile, c'est la possibilité d'avoir une rétribution donnée par l'État par compensation de l'absence de crèche, que nous n'avons pas dans le 16e arrondissement. Et alors, dans le 16e arrondissement, on n'a pas de crèche parce que l'État ne fait pas d'efforts, et la collectivité publique non plus, mais de plus, on va nous enlever la niche fiscale qui permet d'avoir la possibilité, en cherchant bien, en payant cher, d'avoir une déduction fiscale pour un travail que l'État ne fait pas. C'est-à-dire que nous aurons payé 2 fois. Et tout le système socialiste est en réalité un système qui est fondé sur une bascule politique. On va faire voter les immigrés au bout d'1 an de présence, qu'ils soient en situation régulière ou non. C'est-à-dire qu'on va défigurer complètement les scrutins à Paris. Et ailleurs, on va autoriser, parce que c'est à la mode, le mariage, l'union civile, on va rentrer dans tous les systèmes. Et en réalité, je vais vous dire ce qui se passera. C'est qu'on aura en 2 ans, comme en 81, ruiné la France, comme Mitterrand l'a fait entre 81 et 83, pour arrêter immédiatement la politique et faire un régime de rupture. Voilà, simplement, vous savez, je suis inépuisable, moi, dans l'attaque contre les socialistes. Mais je voulais vous dire surtout, prenez ça au sérieux. Ne croyez pas que ça soit simplement un problème de changement d'individu. C'est un changement de société qui est en cause. Et cette société qu'on nous prépare du côté du Parti socialiste, c'est exactement une société qui est dirigée contre nous. Déjà, Delannoy nous fait peser
sur le 16e arrondissement la menace d'être véritablement un enclos qu'on néglige, eh bien essayons si possible d'éviter que M. Hollande considère que la France tout entière doit ressembler à l'uniformité socialiste, sortie de la norme internationale et mondialisée dans un pays qui s'affaiblit. C'est sérieux. Ce n'est pas seulement sérieux pour la France, mais c'est sérieux pour vous, pour ceux qui habitent à côté de chez vous et qui doutent, et qui se disent est-ce qu'il faut vraiment voter? Eh bien, si vous ne votez pas, moi je vous le dis, ne venez pas nous chercher, Bernard et moi, pour nous dire comment ça se fait que les socialistes ont gagné. Moi, je me souviens de la défaite, lorsque Jospin a gagné les élections, et que faisant des réunions de milieu de droite, on venait nous dire, mais pourquoi on a perdu? Mais pourquoi vous n'avez pas voté? Parce que la droite n'avait pas voté. Mais ne recommencez pas, je vous en prie. Ne nous amusons pas avec le risque qui court. Je vous assure, le risque est grand. Ne vous laissez pas détourner. Franchement, je ne veux pas vous couper l'appétit, mais faites campagne. Là, on en a vraiment besoin, je vous assure. C'est votre intérêt, c'est l'intérêt du 16e, c'est l'intérêt aussi de la France. Alors, vivement que la campagne commence et que vous soyez tous en campagne. Mais on a plein de jeunes. Ils sont là, les jeunes. Regardez, Jonas. Ça, c'est la génération qui monte. Regardez, Michael. Regardez le président du Conseil des jeunes, Aurélien, le plus jeune élu de Paris. Il y a des jeunes en pagaille dans le 16e. Le 16e est devenu un arrondissement plus jeune que la moyenne de Paris. 21% contre 19%. Eh bien, travaillons aussi pour eux. Pas seulement pour nos économies, pas seulement pour le bien-être, mais parce qu'il y a derrière nous des générations que nous avons besoin d'aider, non pas dans l'uniformité vers le bas, mais de les pousser vers le haut. Voilà, bonne année et bon appétit. Ah oui. Alors il faut me prendre avec toutes mes voisines. Parce que moi, ça va pas être possible parce que la dame elle est pas... quand même, c'est une belle dame. C'est pas... Ah oui, oui, voilà. Voilà ce qu'il faut pour le 16e.